Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et ici, des personnes qui ont vécu ces violences viennent raconter leur histoire et ce que ça a changé dans leur vie. On en parle simplement, sans tabou, pour déculpabiliser et surtout comprendre comment ces violences marquent nos corps, nos esprits et nos quotidiens. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Il y a 2 épisodes par mois, et si le podcast vous aide ou vous parle, le meilleur moyen de le soutenir gratuitement, c'est de lui mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, vous allez écouter le témoignage de Thaïs. Thaïs a grandi dans un climat incestuel et elle a également été victime d'un viol commis par un proche de sa famille. Elle est venue raconter les conséquences de ces agressions, la dénonciation forcée de son père, la solitude dans laquelle elle s'est retrouvée, abandonnée à la fois par les services sociaux et par sa mère. Elle parle aussi de la voie qu'elle ouvre pour ses frères et sœurs, de ce sentiment violent d'avoir explosé sa famille, alors qu'évidemment ce n'est pas elle qui l'a fait, et des manquements d'une justice qui, une fois de plus, n'a pas été à la hauteur. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Thaïs. Bonjour Romane. Comment tu vas ? Ça va, super, merci. Merci de m'accueillir dans ce cadre pour pouvoir parler. Avec grand plaisir, merci à toi de venir témoigner, raconter ton histoire. Justement, en quoi c'était important pour toi de venir témoigner aujourd'hui ? Je pense que j'avais besoin que d'autres personnes, que mes amis m'entendent et surtout me croient. Parce que du coup dans mon histoire j'ai plutôt l'impression que c'est que mes amis qui ont su m'écouter et su me donner justice. Et c'est quelque chose qui me faisait du bien justement de me dire que d'autres personnes pouvaient entendre, se référer à ce que j'ai vécu et aussi entendre d'autres personnes me dire que voilà, ce que j'ai vécu c'est légitime et c'est pas c'est pas moi l'idiote dans l'histoire ou quoi. De toute façon, compte sur moi pour venir à chaque fois, si jamais il y a quelque chose ou que tu peux dire ou quoi, venir te rassurer ou te déculpabiliser ou expliquer aussi le mécanisme des violences, etc. Surtout dans ton histoire où il y a du climat incestuel, etc. Et alors justement, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé, s'il te plaît ? Alors, du coup, depuis enfant, j'ai toujours vécu dans un climat déjà de violence. Avec mon père qui était violent. Et donc, pareil, du coup, il y avait beaucoup de climat incestuel. Où on voyait notre père regarder du porno sans se cacher, ou quand on était dans la voiture, on voyait notre père masturber ma mère devant nous. Donc voilà, il y a eu toujours un climat incestuel un peu assez fort, mais jamais de passage à l'acte d'inceste ou quoi. Et puis aussi ça reste déjà quelque chose de assez violent, oui. Très déjà de base, ouais. Puis aussi avec beaucoup de réflexions tournées autour du sexe, ou même de la... Enfin, moi je me suis déjà pris des réflexions autour de ma poitrine, comme quoi elle était pas assez belle, qu'il fallait la mettre en valeur, ce genre de choses. Déjà ça, oui, il y a une forme de violence autour de ça. Mais aussi dans les actes, mon père était violent, donc voilà, il nous frappait, il nous menaçait. Le cadre était violent. Et donc voilà, il y a ce cadre-là de violence qui s'est installé depuis qu'on est enfant. Donc moi, j'ai toujours grandi avec et en fait, pendant très longtemps, je l'ai jamais questionné, ce cadre, parce que du coup, j'étais habituée. Donc pour moi, c'était la normale, quoi. Ouais, c'est ça, c'est souvent ce qu'on dit dans le podcast quand on parle de climat incestuel et de choses comme ça, ou même de violence intrafamiliale, c'est qu'à un moment donné, on grandit là-dedans, on est élevé dedans, donc pourquoi ce serait pas la normalité en fait ? Ouais, c'est ça. Et puis surtout, en fait, c'est quand même bizarre parce que j'ai appris à ne pas en parler autour de moi. Mais il y avait quand même la normalité de se dire non, mais notre cas c'est normal, mais il faut quand même pas en parler. Donc c'est vrai que il y avait un peu un entre-deux à savoir ce que c'est normal ou pas, mais au final, je me questionnais pas trop. Donc voilà. Il y a un peu un truc aussi où on se dit, peut-être si tu voyais chez des gens de ton âge aussi, à l'époque, une famille entre guillemets plus normale ou lambda, on va dire, où là tu pouvais te dire, c'est peut-être pas très normal ce qui se passe chez moi, ouais, ou justement faire la comparaison et de dire, j'ai peut-être pas trop en parler justement pour éviter ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Puis en plus, nous, on n'allait pas trop chez les autres quand on était petits. Justement, en fait, on restait dans un cadre familial très restreint. Nous, tout ce qui est grands-parents, cousins, cousines, en fait, on n'a jamais trop connu.
Et enfin, en fait, on est toujours resté dans un cadre de famille très restreint et très fermé sur... Ouais, finalement, un peu du huis clos entre vous. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est dur de Assez pouvoir... typique, ouais. Ouais, donc c'était dur de pouvoir faire un comparatif sur ce qui Ouais, était je normal. comprends. Voilà, puis en fait, après... en fait, du coup, j'ai grandi dans un cadre familial assez... voilà, pas stable du tout. Ouais. Et en fait, quand j'ai eu 14 ans, donc j'étais en troisième, j'ai eu une levée d'amnésie traumatique. Donc en fait, on venait de Ok. déménager et je sais pas ce qui s'est passé, c'était un soir, j'écoutais de la musique et en fait, je me suis rappelée d'un viol que j'ai subi quand j'avais 8 ans. Et donc pareil, il fait partie autour du cadre familial. Donc ça s'est passé quand j'étais chez ma grand-mère et c'était chez enfin, c'est un ami de ma grand-mère qui D'accord. m'a fait ça. Et donc pareil, du coup, en fait, du coup, je considère que j'ai toujours eu un peu une sorte de cadre familial assez violent, que ce soit Ouais. du coup dans la violence physique mais aussi sexuelle. Ouais, ouais, Et ouais. du coup, j'ai jamais été vraiment protégée. Euh, et donc en fait, quand j'ai su que j'ai été violée, j'en ai parlé à ma meilleure amie de l'époque le lendemain. Et du Ouais. coup, en fait, la réaction, c'était, je crois, la pire réaction de toute ma vie, parce que du coup, après ça, j'ai plus jamais osé en reparler. Et en Hmm. fait, elle a juste rigolé. Donc après, je me dis, on était jeune, je comprends pas trop pourquoi elle avait ri. Mais en fait, ça m'avait un peu brisée, donc à partir de ce moment-là, j'ai totalement arrêté d'en parler. Ouais, bah je comprends, oui, quand tu te prends un rire alors que c'est une situation hyper violente et traumatisante. Ouais, c'est ça, c'était assez violent. Euh, et après, plus tard, j'ai essayé de reparler avec mes parents. Et pareil, la réaction m'a totalement dégoûtée. Ma mère, en fait, elle m'a regardée, elle est partie au travail comme si ce que je lui avais dit, c'était rien. Ouais, elle a Et même pas relevé. Ouais. non, et mon père, lui, il m'a dit si ce que tu dis c'est vrai, il faudrait peut-être qu'on porte plainte. Mais pareil, toujours on reste dans l'idée que ce que je Ouais. dis c'est pas vrai. Et voilà. Donc Oui, c'était c'était. de dire ça pour faire beau, entre guillemets, enfin Ouais, pour faire genre, et puis finalement, il n'y a pas eu de conséquences derrière, ou il n'y a pas eu de non, plainte c'était déposée. Ouais. juste taire le sujet. En fait, on n'a jamais Ouais, ouais. reparlé. Voilà. Donc ça, c'est un peu la partie, le début de ce Ouais. qui était pour moi un peu le début du mal-être pour moi. Ouais, ouais, ouais. Parce que du coup, après, j'ai commencé à aller vraiment, vraiment très mal. Euh, et du coup, j'ai commencé à avoir des comportements autodestructeurs envers moi-même pour, je Ouais. sais pas, en fait, je sais pas trop pourquoi. C'était une forme de, je sais pas, de délivrance de la souffrance intérieure. Et Bah, c'est les conséquences à chaque fois, en fait, hein, du psychotrauma, du syndrome de stress ouais, post-traumatique, ou plus globalement du traumatisme, en fait. La levée d'amnésie, c'est quand même quelque chose qui est très violent. ouais, Surtout quand on n'a que 14 ans. Enfin, c'est toujours violent, mais quand on est jeune, c'est encore plus difficile, je pense, de faire face à ça. ouais, Et quand en plus, les réactions face à toi, bon, entre guillemets, on pouvait s'en douter vu le climat dans lequel tu as grandi et tes parents, voilà, tu le disais tout à l'heure, t'ont pas protégé, se permettaient quand même des choses devant toi. Euh, voilà, même si tu le dis, en fait, t'es pas cru, t'es pas écouté, t'as ta pote de l'époque qui rigole, enfin, c'est hyper violent. Donc, le comportement qui suit après, c'est paf, mm, dissociation, comme mm. ça, Ouais, je suis plus face à tout ça, en ouais, fait. c'est ça. Puis aussi, il y a une sorte je sais pas, en fait, on se croit pas du tout. Et ça, c'est vrai que Ouais. c'était extrêmement dur de finir par me croire. Parce qu'en fait, déjà, j'avais jamais entendu parler d'amnésie traumatique ou de levée Bah d'amnésie oui. traumatique. Donc, en Hmm. fait, je savais même pas que ça pouvait exister. Du coup, du jour au lendemain, d'avoir un souvenir qui apparaît aussi violent, Bah en oui. fait, pour moi, c'était. En fait, je me trouvais vicieuse parce que j'avais l'impression que c'était un souvenir que j'avais créé. Et, surtout, vu que les gens, personne autour de moi me croyait, c'était extrêmement Bah dur ouais. pour moi de pouvoir dire ok, ce que j'ai vécu, c'est vrai. Donc ça aussi, ça en rajoute un peu à la violence et au fait que c'est dur de se finir par se croire. Oui, complètement. Et du coup, en fait, j'ai fini par ne plus rien dire pendant au moins 2 ans. Et donc, entre-temps, moi, je continuais à aller extrêmement mal, à avoir des pensées suicidaires, à avoir des comportements d'automutilation, de se faire vomir, de plus manger, Ouais. enfin, beaucoup de choses comme ça. Puis aussi, j'avais des cauchemars. En fait, à partir de la troisième, j'ai commencé à avoir des cauchemars presque tout le temps. Donc, Ok. Ouais, donc le sommeil était forcément perturbé ouais. après, ouais. Donc, souvent, je sais pas, j'avais des cauchemars où je me faisais violer, mais même aussi parfois autour de mon père, où il y avait la violence qui ressassait. Parce que malgré tout, en fait, de toute cette période, mon père continuait à être violent. Donc, en fait, Ouais. j'étais jamais en paix, jamais Non, stable. c'est sûr. Voilà.
Et après, c'est quand j'étais en terminale que j'ai... En fait, il y a eu une soirée où j'ai bu pour la première fois. Et donc, pour la première fois, j'étais bourrée. Et en fait, à cette Ouais. soirée, j'ai une amie qui, elle aussi, a vécu un viol, qui m'a dit mais toi aussi, t'as été violée, en fait. Enfin, en fait, elle avait compris. Et en fait, à ce Ouais. moment-là, elle m'a dit mais moi, je te crois. Et c'était vraiment la première fois que quelqu'un me dit qu'on me croyait. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a vraiment été une sorte de démarche de me dire ok, je vais en parler aux gens. Parce que, Ouais. en fait, ce que j'ai ressenti quand on m'a dit pour la première fois je te crois, c'était vraiment une sorte de... Je sais pas, enfin, ça m'a fait tellement de bien de me dire qu'on pouvait me Bah ouais, croire ouais, et ouais. que bah, ma parole était légitime. Et donc après, après j'en ai parlé à mes amis, mais à chaque fois que j'en ai parlé, c'était toujours quand j'étais très 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 bourrée. Jamais quand Ok. j'étais totalement sobre. Et parce qu'en fait, quand j'étais bourrée, j'avais une sorte de vraiment dissociation de moi-même et je sais pas, en fait, Bah oui, je c'est ça, ouais. réfléchissais plus à ce que je disais et du coup je me sentais libre. Mais du coup après j'étais quand même contente de voir que mes amis pour la plupart ont plutôt bien réagi, ou qu'elles se Ouais. sont montrées assez protectrices envers moi et puis surtout de me dire que voilà, elles me croyaient et que... Enfin ça m'a fait du bien. Après j'ai quand même eu des réactions d'amis, enfin d'amis entre guillemets, qui m'ont Ouais, je engueulé vois. d'en avoir parlé, comme si c'était quelque chose absolument à terre et que bah voilà, c'était plus facile de pas en parler. Oui, c'est encore le tabou. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, Ouais. surtout, c'est le genre d'amis qui, sur les réseaux, quand elles voient des personnes subir ça, elles se disent oh là là, c'est hyper grave, faut en parler et tout. Mais quand c'est des proches, bah, en fait, un Ouais. peu la condition hyper réelle, elle met un frein à en parler, quoi. Je trouve que c'est Ouais, super ouais. dommage. Euh, voilà. Et après, vers février 2024, j'ai envoyé un mail à Judith Godrèche. Parce qu'en fait, Ok. elle avait fait un hashtag moi aussi où qu'elle pouvait dire aux victimes d'en parler. Du coup, j'en avais parlé et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait fait du bien parce que c'était vraiment la première fois que je mettais des mots sur ce qui m'était arrivé. Et le fait aussi qu'après, on ait eu un mail sur toutes les victimes et un projet qui était proposé, ça faisait vraiment du bien de se dire que on Ouais. était considérés et surtout, enfin, ouais, considérés, c'est ça le truc, c'est... Ouais. Oui, tu t'es enfin senti reconnue dans ton statut de victime et en plus Ouais, cru avec, enfin, avec tout ce qui va avec finalement, hein, la légitimité, la reconnaissance et le besoin aussi peut-être de partager avec d'autres. ouais, c'est ça, c'est... Bah, je sais pas, en fait, c'est là que ça a commencé un peu j'ai commencé à me dire, il fallait que voilà, je me renseigne sur la cause et que Ouais, je... Bah, après, au début, je m'étais pas du tout dit que j'allais parler, dénoncer toutes les violences, ça c'était vraiment... Parce que quand j'ai dénoncé, je l'ai fait que dans des sites où j'étais anonyme. Et donc, ok. jamais je m'étais dit que j'allais pouvoir en parler comme ça, sans anonymat. Oui, en Euh, tant que toi, vraiment toi. ouais, voilà, c'est ça. Sauf qu'en fait, après, très vite, à cette période, j'allais très très mal. Et donc, j'ai une prof au lycée qui s'est rendu compte que j'allais très très mal et qui m'a Ouais, beaucoup accompagnée. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais il y a eu une sorte de gros. En fait, il s'est passé énormément de choses en si peu de temps que du coup, j'ai complètement vrillé et j'ai pas réussi à tout garder pour moi. Et en fait, c'est un peu à ce moment-là que tout a explosé et que j'ai commencé à en ouais. parler à beaucoup de monde des violences, de toutes les violences que j'ai pu subir. Et donc, j'ai commencé à parler avec une amie et lui parler vraiment des violences de mon père. Et elle m'a dit qu'il fallait que j'en parle à la gendarmerie. À ce moment-là, Mhm. j'étais pas du tout pour. Voilà, pour moi, c'était impossible que je le fasse. Mais après, j'ai commencé à avoir une psychologue et en fait, petit à petit, j'ai commencé à me confier sur ce qui m'angoissait vraiment et donc Ouais. et ce qui me mettait très très mal. Donc, j'ai commencé à parler de mon père et surtout du viol. Et en fait, le truc, c'est que comme j'étais encore mineure à ce moment-là, la psychologue, en fait, elle a tout dit aux services sociaux parce qu'elle n'avait pas le droit de garder pour elle. Ouais. Surtout que dans mon cadre familial, du coup, j'ai des frères et sœurs qui sont mineurs. Oui. Donc, Oui, donc c'était aussi pour les protéger eux. voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, en fait, c'était vers la période du bac, j'ai appris que j'allais devoir faire des enquêtes et devoir dénoncer mon père pour Ok. mon père et aussi pour le viol. Donc bon, voilà, la période du bac, c'était clairement pas la meilleure Ouais. période. Donc déjà qu'il y avait le stress du bac, mais en plus, le fait de savoir que j'allais devoir dénoncer, c'était quelque C'est chose... tombé vraiment au pire moment finalement. Ouais, assez. Enfin, t'as eu énormément à gérer, puis t'étais quand même jeune, quoi. C'est Bah ouais, pas. là j'avais 17 ans à ce moment-là. Donc ouais, Ouais. ouais, c'était... en fait, c'était l'année dernière, donc c'était... C'est assez récent. Oui, oui, effectivement, ouais. Voilà. J'essaie de chercher le cours des événements.
Mais t'inquiète pas, si t'es pas dans la chronologie exacte et parfaite, t'as le droit de revenir. Si tu parles d'un truc et puis que ça te fait penser à quelque chose, tu peux revenir après, il n'y a pas de souci. On sait sur le podcast que nos mémoires sont un petit peu atteintes. Oui. Donc, on t'en voudra pas, t'inquiète pas. Ok, ça marche. Du coup, j'ai réussi à passer mon bac, avec le stress quand même d'avoir dénoncé quelques semaines plus tard. Mais en fait, j'avais réussi auprès de ma psychologue à chaque fois reculer le moment où j'allais devoir le faire, parce qu'en fait, j'étais un peu dans un état d'esprit. Toi, t'étais d'accord pour ça au départ ? Justement, en fait, non. En fait, au départ, j'en avais parlé pour moi me libérer. Mais en fait, je voulais pas qu'il y ait de conséquences parce que j'avais extrêmement peur de toutes les conséquences, quelles qu'elles soient. Autant que ce soit pour mon père, que ce soit pour moi. Enfin, en fait, j'avais peur déjà de gâcher un peu toute l'idée de famille qu'on s'était créée. Parce que, mais alors ça, vraiment, c'est pas toi qui es venu gâcher cette famille. Ça, c'est vraiment un travail c'est pas toi qui es venu mettre le coup de pied dans la fourmilière et dire « Oh là là, la méchante Thaïs », pas du tout. Hein. Non, c'est tes parents déjà de base qui n'ont pas assuré en tant que parents et qui du coup ont induit un climat de violence et justement de terreur finalement pour que vous parliez pas, pour que vous n'agissiez pas. C'est eux qui ont été violents, pas toi. Oui, mais ça... C'est pas toi qui es venu vraiment désorganiser ou faire exploser la famille. Ouais, c'est vrai, mais en fait le truc c'est que dans ma famille, si tu veux, c'était pas tous les jours quelque chose de violent, c'était pas une violence à répétition, tu vois, il y avait quand même de l'amour, et justement en fait tous ces mots-là me faisaient oublier la violence. Et en fait du coup pour moi c'était extrêmement dur d'avoir à se dire ok, je vais dénoncer malgré le fait qu'en ce moment tout va extrêmement bien. Donc en fait c'est comme si justement c'était moi qui faisais la merdeuse, et surtout je me disais j'ai réussi à vivre 17 ans dans ce cadre, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas encore. Mais en fait, le truc, c'est que après le bac, j'allais partir à Saint-Brieuc pour mes études. Et en fait, pour moi, c'était inconcevable de pouvoir laisser mes frères et sœurs dans un cas de violence sans que je sois là pour les protéger. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ma mère, elle nous a jamais vraiment protégés de cette violence. En fait, elle est toujours restée dans le cadre violent. Et donc, je savais que si je laissais mes frères et sœurs sans qu'il y ait vraiment de démarche de fait, c'était pas ma mère qui allait les protéger. Oui, bien sûr. Donc, du coup, j'ai pu passer le bac avec ce stress-là, mais à chaque fois, du coup, je reculais un peu le moment où on allait devoir vraiment voir la gendarmerie. Sauf qu'en juillet, je crois que c'était vraiment autour du 2 juillet, là, je parlais en fait à ma psy, et en fait, j'avais raconté une nouvelle chose de violence de mon père, que je trouvais totalement anodine. Je sais plus du tout ce que c'était, mais c'était juste un truc que j'avais ajouté en plus. Oh, d'ailleurs, il a fait ça. Sauf qu'en fait, pour elle, c'était extrêmement grave, mais pour moi, ça restait encore dans la banalité de ce qu'on vivait. Oui, c'est parce que vraiment, t'as été habituée à vivre comme ça toute ta vie, donc tu vois même plus les moments où c'est vraiment super grave, en fait. C'est ça, en fait, pour moi, ça se transformait plutôt sous la forme d'anecdotes à raconter, plutôt que d'un traumatisme d'un quotidien, quoi. Puis en plus, quand t'es en plein dedans, c'est plus difficile, justement. Une fois que t'as pris du recul, tu te dis, mais waouh, en fait, oui, c'était hyper grave, ou waouh, j'ai vécu tout ça pendant 17 ans, enfin, waouh, comment j'ai fait, tu vois. Mais quand t'es dedans, tu peux pas te dire, bah non, c'est grave, parce qu'en fait, c'est ton quotidien, c'est ta normalité. Puis comme tu le dis, t'as aussi des moments plus normaux, entre guillemets, tu vois, qui te font oublier, en fait, les violences qui sont quand même présentes malgré tout. Oui, une fois quand t'es dedans, c'est pas possible de voir, quoi. Bah oui, non, mais c'est ça. Ou pas totalement, en tout cas. Pas totalement, parce qu'en fait, on le voit un peu, mais plutôt, je pense qu'on a tendance un peu à se dire, non, mais c'est pas grave. Oui, et puis il y a aussi peut-être un peu un déni, et puis comme tu disais aussi tout à l'heure, ce truc de pas vouloir faire... Enfin, je répète, hein, tu n'es responsable de rien, mais tu peux avoir l'impression que tu vas faire péter ta famille, en fait, exploser toute la famille, et c'est... c'est ça qui me faisait extrêmement du mal et extrêmement peur, c'est vraiment le fait de se dire, en fait, c'est moi qui va être porteuse du fait que tout va se casser autour de moi, parce que c'est moi qui décide de dénoncer. Et donc, en fait, au départ, je m'en voulais énormément, parce que je me disais... En fait, je me trouvais égoïste, parce que je me disais, c'est pas parce que moi, je ne supporte pas cette violence que je dois la dénoncer, alors que mes frères et sœurs semblent s'en accommoder, quoi. Sauf qu'en fait, il y a une période où c'était beaucoup plus dur à supporter. Et donc, au final, ma psy, après, elle m'a dit que elle avait prévenu les services sociaux, et que du coup, très très vite, j'allais devoir dénoncer, faire une enquête.
Donc quand elle m'a dit ça, en fait ma seule réaction c'était bah je me suicide quoi. Enfin c'est vraiment en fait Ouais. Bah en fait t'as eu peur je pense aussi à ce moment-là en fait c'était vraiment la seule idée que j'avais. Facile entre guillemets c'était la fuite. Comme ça j'évite tout. En fait c'est ça, je me suis dit bah comme ça il se passe ce qui se passe, mais au moins je suis plus là pour subir. Parce qu'en fait j'avais extrêmement peur qu'en fait juste personne ne prenne au sérieux, que juste la dénonciation soit faite et que et qu'en fait juste mon père s'en sorte indemne et que juste bah lui il me détruise derrière. Donc quand je lui ai dit ça, bah elle m'a emmenée à l'hôpital. Donc après j'ai été hospitalisée juste une soirée. Après on m'a dit je peux rentrer chez moi. Ma mère du coup à ce moment-là elle a su que j'allais dénoncer mon père. Donc c'est à partir de ce moment-là que la relation avec ma mère s'est vraiment vraiment dégradée. Et au final la semaine d'après j'ai été à la gendarmerie. En fait j'ai été envoyée à Rennes. Donc moi j'habite pas trop autour de Rennes, mais j'étais envoyée à Rennes pour pouvoir faire une audition Mélanie. Dans un cadre spécial pour pouvoir dénoncer toutes les violences. Donc je crois que l'audition elle a duré 2 heures. Enfin c'était assez long, c'était assez intense et surtout en fait contrairement à toi tu vois, moi je peux ne pas rentrer dans les détails. Là il fallait que je rentre dans tous les détails, à chaque fois on me disait de répéter de tout, enfin ça c'était assez dur et c'était pas une très bonne expérience que j'ai eue. Et après j'ai eu un autre rendez-vous en fin juillet chez un médecin légiste pour pouvoir pour mon corps, pour pouvoir regarder si j'avais des séquelles autant dans les violences sexuelles que dans les violences physiques. Bon après j'ai pas réussi à pouvoir faire l'examen gynécologique parce que j'étais pas bien du tout. Voilà. Et en fait à ce moment-là et puis après effectivement c'était quand t'avais 8 ans, hein, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Donc après, il y a du temps qui est passé et effectivement, après, il peut y avoir effectivement des lésions, enfin je vais dire maladies, je sais plus le terme exact, qui peuvent effectivement apparaître, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, c'est souvent au bout d'autant de temps, il n'y a pas de preuves entre guillemets qui peuvent encore être récoltées malgré tout dans ces zones-là, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, parce que en plus surtout, à ce moment-là, j'avais un peu l'impression que c'était une sorte de façon de dire. En fait on ne croit pas trop, du coup on te met sur la table pour être sûr et du coup en fait je me sentais... Et puis non mais c'est ça, et puis avec autant de temps évidemment qu'ils auraient pas trouvé de preuves ou d'ADN, de choses comme ça, enfin je sais même pas, enfin je trouve ça même assez bizarre de te l'avoir proposé en fait, si t'avais pas relaté justement de nouvelles accusations, de nouvelles agressions en fait. Oui, non mais c'est vrai que j'ai... en fait à ce moment-là je me suis pas trop posé de questions, en fait j'ai juste fait parce qu'on m'a demandé de le faire. Et en fait, j'avais l'impression que j'avais pas le choix. Oui, puis je pense que de l'autre côté, il doit y avoir aussi quelque chose de prévention. Enfin voilà, faire pour voir quand même au cas où, peut-être que t'en parles pas, mais je trouve ça assez violent quand même. Ouais, puis en fait, surtout, du coup, le cadre assez particulier, c'est que, en fait, du coup, mes parents, je faisais tout ça dans leur dos. Donc ma mère savait quand même que j'étais dans une démarche de dénoncer, mais je faisais quand même tout dans leur dos. Donc en fait, ils savaient pas quand est-ce que j'allais dénoncer. Ils savaient pas que j'étais allée voir un médecin légiste, tout ça. Attendez, je bois un peu. Et puis en plus, t'étais quand même toute seule, quoi, et pour faire ça. Justement, en fait, j'étais toute seule pour aller dénoncer à la gendarmerie à Rennes et tout. Mais après, pour aller voir le médecin légiste, en fait, chose assez particulière, c'est que quand j'étais en février au lycée, j'allais pas bien. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, j'en avais parlé à une prof. Et en fait, cette prof-là... donc là, c'était plus du tout les cours, hein. C'était fin juillet, donc les cours, c'était fini. En fait, on était censé ne plus être en contact, mais en fait, on est resté quand même en contact. En fait, cette prof, tout au long de l'année, elle m'avait passé son numéro de téléphone, donc dès que ça n'allait pas, je l'appelais. Elle savait que c'était compliqué à la maison. Mais en fait, à ce moment-là, elle a vraiment appris à quel point c'était dur. Et en fait, du coup, elle m'avait proposé de m'emmener à Rennes et de m'accompagner voir ce médecin légiste. Donc en fait, j'étais pas vraiment toute seule parce qu'elle était là avec moi. Ok, oui, donc c'est bien, t'avais quand même une adulte référente, entre guillemets, sur qui tu pouvais compter. C'est cool. Et ça faisait du bien quand même parce que, en fait, avec elle, je voyais un peu la normalité aussi parce qu'elle me disait, mais ça, tu vois, c'est pas normal. Enfin, c'était quand même assez rassurant. Et donc, en fait, après, quand j'étais allée voir la gendarmerie mi-juillet, je leur avais dit, ok, je veux bien que du coup, il y ait une enquête. Enfin, de toute façon, j'avais pas le choix. Et en fait, à la base, ça devait seulement se référer à une enquête. Et j'avais réussi à leur demander de faire ça en septembre, quand moi je serais partie à Saint-Brieuc, pour que je sois vraiment en sécurité. Sauf qu'en fait, après du coup, on était en août, donc vers la mi-août,
Le problème, c'est qu'il y a eu un nouveau fait extrêmement violent qui s'est produit à la maison. Donc moi, à ce moment-là, j'étais chez une amie et j'ai reçu un appel de ma sœur le matin. Voilà. Donc au départ, j'ai décliné son appel parce que j'étais en train de jouer avec mon amie, donc je voulais pas trop nous embêter. Sauf qu'en fait, après, quand j'ai lu ces messages, en fait, c'était un message qui me disait Thaïs, papa a pété un câble, il va divorcer, il a tout cassé à la maison. Donc en fait, à ce moment-là, je me suis mise extrêmement mal. Donc après, je suis rentrée l'après-midi. Et en fait, pendant 3 jours, c'était une sorte de conciliabule avec mes frères et sœurs à se dire est-ce que je dénonce ou pas, parce que en fait, j'en avais parlé qu'à mon petit frère et ma petite sœur, où je leur avais dit écoutez, j'ai fait déjà des démarches, donc je peux aller dénoncer et ça va aller plus vite et on sera plus vite en sécurité. Parce qu'en fait, pendant ces 3 jours, on se prenait des menaces de nous dire que il allait brûler la maison avec nous avec, qu'on était tous des enculés. Ouais, non mais c'est super grave. Que si on voulait encore une mère, fallait qu'on la surveille, enfin ce genre de choses. Et en fait, on n'arrivait pas à dormir, on passait notre journée enfermés dans notre chambre et on tremblait au moindre bruit. Et en fait, à ce moment-là, du coup, j'ai appelé ma prof pour lui dire là, je peux plus tenir, du coup, je pense que je vais aller à la gendarmerie et je vais dire que là, c'est trop grave et que j'ai besoin qu'on fasse quelque chose, mais maintenant. Et du coup, elle m'a accompagnée à la gendarmerie et du coup, j'ai tout dénoncé. Donc pareil, j'ai dû refaire une audition qui a dû durer 2 heures. Je suis tombée sur un policier qui était très brutal en fait dans sa façon de dire les choses et donc ça m'a pas du tout aidé en fait d'avoir quelqu'un d'assez brutal qui me disait ah mais ton père là tu vas plus le revoir. En fait il avait des façons de dire les choses mais il les avait tellement pas respectées, c'était terrible comme façon de me dire les choses. C'est limite culpabilisant en fait, ou limite ça te fait passer toi pour, tu disais tout à l'heure, celle qui va briser sa famille et tu te rends bien compte de la responsabilité que t'as sur tes épaules et machin, alors que, enfin franchement, pour que quelqu'un de 17-18 ans aille dénoncer son propre père à la gendarmerie pour protéger ses frères et sœurs, pour protéger sa mère, enfin, il faut quand même en avoir. C'est ce qu'on me dit. Bien évidemment que t'as réfléchi avant de le faire, quoi. En fait, je crois que c'était vraiment la décision la plus dure à faire de toute ma vie parce que, en fait, surtout la nuit où En fait, le truc, c'est que je voulais dénoncer avant que mon père redevienne gentil. Parce qu'en fait, il y a toujours une période où il redevient gentil, donc la violence, en fait, on l'oublie. En fait, il est vraiment dans le schéma du cycle des violences, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, je voulais absolument pas qu'il redevienne gentil au moment où j'allais le dénoncer parce que... oui. Et surtout, en fait, je voulais que ça tombe à un moment donné. En fait, ils se disent, là, ça tombe sous le sens, que ça tombe maintenant, plutôt que à 20 septembre, où que tout soit bien passé et que juste, ils comprennent pas pourquoi il y a une enquête. Mais du coup, en fait, la nuit, avant que j'aille dénoncer, j'étais partie de la maison, mes affaires, je les avais cachées dans un buisson, parce qu'en fait, j'avais très peur d'être empêchée de partir. Je comprends. Et en fait, à ce moment-là, j'avais fait mes affaires pour repartir à Saint-Brieuc. Enfin, c'était assez compliqué, mais je m'étais dit, je rentre plus dans cette maison jusqu'à temps que la violence soit finie. Et du coup, quand j'ai dénoncé, ça a duré pendant hyper longtemps, parce que je crois que je suis arrivée à 9h et j'ai pu sortir à 13h de la gendarmerie. Ah oui, putain, quand même. Ouais, franchement, ça a été super long. Surtout qu'en plus, en fait, au départ, ils comprenaient pas pourquoi j'arrive et je disais... il faut mettre ma famille en protection. Enfin, vraiment, j'avais l'air d'une folle, mais j'étais extrêmement angoissée, mais surtout, j'arrivais pas à croire non, mais ce que oui, c'est ça, t'as pas l'air d'une folle du tout, t'as l'air justement de quelqu'un qui essaye de protéger sa famille, et c'est fou parce que c'est pas à toi de le faire au départ, quoi. Ça aurait dû être à tes parents, à ta mère, de dire, et c'est toi, enfant, qui doit protéger d'autres enfants. T'as beaucoup d'écart avec tes frères et sœurs? Alors, j'ai un grand frère qui a 1 an et demi de plus que moi. J'ai mon petit frère qui a 1 an et demi de moins que moi. Mon autre qui a 3 ans, je crois. Non, 5 ans. Et ma sœur, 7 ans de différence. Ouais, donc quand même, il y a... Ouais. Il y a à la fois pas beaucoup d'écart avec ton grand frère, mais après, il y a quand même de l'écart. Donc, t'as quand même une responsabilité à ce moment-là où ils sont vraiment très mineurs, quoi. C'est pas, ils vont rentrer bientôt... ils vont pas devenir adultes tout de suite. Donc... quand même, quoi. Mais surtout, dans la relation, je me sentais vraiment comme si j'étais un peu leur mère, parce que, je dirais pas... Ça m'étonne pas. Ouais. Enfin, le truc, c'est que... souvent comme ça, ma mère, elle était très... tout le temps avec mon père, donc si tu veux, c'était un peu... je prenais le rôle de... je fais à manger, je m'occupe d'eux, je fais attention... Oui, c'est ça, vraiment, t'as été parentifiée. Ouais, c'est ça, du coup, je prends un peu le rôle qui m'appartient pas, et c'est depuis enfant, quoi. Donc... du coup je dénonce les violences et là on me dit que du coup tout le monde va être auditionné, donc en fait ils rapatrient tout le monde à la gendarmerie. Moi ça va parce qu'à ce moment-là ils me disent toi tu peux rentrer,
super, je rentre où? Parce que du coup, j'ai plus de maison. Parce que à ouais. partir de ce moment-là, je sais que en fait, j'ai gâché un truc. Et en fait, ce qui est dur dans cette... T'as rien gâché, hein. Oui, c'est vrai, pardon. C'est vrai. En fait, c'est juste quelque chose que j'ai ancré dans mon esprit, voilà. Mais non, mais je comprends que tu puisses le dire et tout, mais je suis aussi là pour te dire que non, t'as rien gâché. Au contraire, je pense que t'as aussi libéré tes frères et sœurs. Ouais, ouais. Je vais revenir dessus après. Sur, Alors oui, voilà, après je connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais ta démarche, c'est pas je viens ouais. gâcher la vie de tout le monde. Ta Non, démarche, oui. c'est je veux protéger, je veux que justement ils puissent aussi avoir une vie autre que celle qu'ils ont en ce moment en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais enfin, du coup, à ce moment-là, je rentre du coup chez ma prof. Et en fait, à partir de ce moment-là, je commence à habiter chez elle parce qu'en fait, ma mère ne Ouais. veut plus que je rentre. Parce qu'en fait, après, du coup, en fait, après, j'ai rien su de tout ce qui s'est passé pendant vraiment mes. En fait, c'est drôle, mais j'ai su des trucs hier. Parce qu'en fait, hier, j'ai Ok. cherché dans des papiers et je suis tombée sur Ouais. les enfin, le procès verbal, tout ça. Du coup, j'ai appris des Mhm. trucs hier, en fait, sur la condamnation de mon père et tout. Mais en fait, pendant des mois, j'étais au courant de rien. Je savais juste que, bah, apparemment, il allait être sous bracelet électronique et qu'il avait pas le droit de nous approcher et de nous parler pendant 2 ans. Ok. Mais en fait, si tu veux, après, moi, la seule chose que j'avais comme retour, c'était ma mère qui me disait à quel point elle était malheureuse sans notre père, que voilà, que moi, j'avais gâché le truc, que j'étais horrible, qu'il fallait Mais plus que toujours je pas. compte sur eux, voilà. Donc, enfin, pendant très longtemps, en fait, voilà, ma mère était dans une démarche de j'avais gâché tout. Et du coup, bah, en fait, justement, c'est dur de vivre dans un cadre familial où, en fait, même ta mère ne remet pas en question les Bah non, mais violences. oui, oui, oui. Et du coup, bah, moi, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à habiter chez ma prof. Donc, en fait, c'est elle qui est devenue ma famille. Parce qu'en fait, en fait, moi, après, je suis arrivée à Saint-Brieuc, j'avais pas d'argent. Parce que, bah, du coup, Ouais. forcément, ma mère m'aidait pas, elle voulait couper tout lien avec moi, elle voulait pas m'aider. Bah ouais, j'imagine bien, ouais. Le problème, c'est que les services sociaux ont été très merdiques. Ils m'ont jamais aidée, en fait. Euh... Ouais, parce que, enfin, je comprends évidemment la réaction de ta psy qui fait tout pour ouais. te mettre en sécurité et voilà, on peut pas revenir dessus. Pour autant, je trouve que c'est assez violent parce que on te force à le faire. Mm. Peut-être que tu l'aurais fait de ton plein gré plus tard, etc. Et que voilà, pour commencer ta vie d'adulte, en tout cas, je trouve que c'est compliqué. Ouais. Partir loin de la maison, t'as quand même besoin d'avoir de l'argent quand même, etc. quoi. Donc en plus de ça, tu sois un peu obligé de faire les choses sous couvert de protection, bien évidemment, hein. Mais c'est quand même une obligation que t'as, c'est pas toi qui décides de le Ouais, faire. c'est ça. C'est déjà, je vais dire limite, mais voilà, on se comprend. En plus de ça, par la suite, les services sociaux t'aident pas forcément, alors qu'en fait, bah, t'es dans la merde. Il faut peut-être te filer un coup de main ou te donner, je sais pas, te faire voir une assistante sociale, Mm. pouvoir avoir accès à des aides, à des logements, etc. Enfin, Ouais, non, en fait, ça, ils ont rien fait. En fait, à chaque fois, je leur hmm. disais, bah écoutez, là, je suis dans la merde, je fais comment? Ils me disaient, mais en fait, c'est à votre mère de vous aider, c'est pas à nous. Et en fait, j'étais là, mais Bah ok, oui, super, d'accord, mais bon. c'est ma mère, sauf que ma mère, elle me dit qu'elle veut plus me parler, donc je fais comment? Donc, en fait, c'était compliqué. Donc, heureusement, moi, je pu compter sur l'aide des gens chez qui j'habitais, voilà, enfin, ma famille, quoi, voilà. Et, enfin, en fait, pendant des mois, du coup, c'est eux qui m'ont aidée. Mais après, psychologiquement, bah, j'étais vraiment au plus bas. En fait, c'était horrible Ouais. de commencer une année scolaire en se disant, bah voilà, je. Enfin, avec le fait de se dire, voilà, je viens de faire ça, c'est assez dur. Bah oui, oui, oui. Surtout que du coup, bah, en fait, le fait d'être toute seule et un peu. Enfin, vivre toute seule, je trouve que c'est une. Quand tu vis toute seule et que tu vas pas bien psychologiquement, c'est vraiment, tu fais n'importe quoi. Ouais. Donc moi je buvais tout le temps, je sortais tout le temps, je travaillais jamais, j'allais extrêmement mal, je me faisais tout le temps du mal. En janvier, j'ai commencé à vraiment péter les plombs. Enfin en fait après les périodes de Noël, ça me faisait extrêmement mal puisqu'en fait je pensais à mon pauvre papa qui était tout seul et que c'était ma faute, enfin tout allait Ouais. très mal. Et du coup voilà cette période j'allais extrêmement mal et en fait je dormais plus et je ne mangeais plus. Et en fait, au final, du coup, j'ai juste fini par être hospitalisée parce que ça allait plus du tout bien. Ouais. Donc après, on m'a mis des médicaments. Donc j'étais sous antidépresseur pendant 6 mois. Ok. Et en fait, on m'a passé des anxiolytiques. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que malgré tout, bah, je continue à aller extrêmement mal. Donc j'ai continué à faire n'importe quoi. Et en fait, la plupart du temps, c'est que je prenais des surdoses d'anxiolytiques pour pouvoir aller Ouais. dormir. Sauf que bah, du coup, ça me mettait un peu en danger.
Et en fait, et aussi le problème, c'est que je voulais plus être suivie parce qu'en fait, j'avais trop peur de ce que je pouvais dire. En fait, en fait, j'en avais juste trop marre de parler de ce qui m'était arrivé et tout ça. Ouais. Et mais en fait, du coup, bah, je me suis retrouvée juste très très mal. Et en fait, le problème, c'est que j'ai perdu du monde autour de moi en étant comme ça, parce qu'en fait, ça les inquiétait. Et ils pouvaient plus supporter de me voir me faire du mal, de me voir me détruire, parce que ça inquiétait leur famille. Donc en fait, les gens chez qui j'habitais, donc mon ancienne prof et tout, donc ils étaient adorables, enfin, c'était pas un souci. Mais c'est juste qu'ils m'ont dit que voilà, il fallait que je prenne de la distance. Et du coup, j'ai arrêté de vivre chez eux. Et donc je me suis retrouvée toute seule. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de prendre des médicaments parce que j'avais très peur de perdre d'autres gens comme ça, de me dire, voilà, le fait de déconner, bah, je perds des gens. Et du coup, j'ai arrêté. Finalement, en fait, ils t'ont laissé au moment où t'aurais eu le plus besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés. Moi, je pense. Bah, après, je peux pas leur en vouloir parce qu'ils ont été là énormément pour moi. Et même encore maintenant, on est encore en contact et on se parle quand même de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est un peu dur de plus vivre chez eux. Ouais, je comprends. Mais surtout que, en fait, j'avais... en fait, on était vraiment dans une idée de j'allais tout le temps vivre chez eux, j'étais leur membre de leur famille. Et après, ça s'est transformé un peu en bah non, t'es pas notre quatrième enfant. Enfin, ce genre de réflexion assez dure aussi. Mais après, je pense que c'était aussi très inquiet et que pour eux, c'était mieux de mettre une distance. Ouais, non, mais après, je peux entendre, comprendre, c'est une autre chose. Ouais, de toute façon, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Mais du coup, en fait, le truc, c'est qu'après, en fait, quand il s'est passé ça, bah, je me suis sentie très seule. Et en fait, j'ai appelé ma mère, parce qu'en fait, ça faisait quelques semaines qu'elle essayait de revenir vers moi. Ok. Et en fait, voilà, et après, elle m'a dit bah, que je lui manquais, qu'elle était désolée de tout ce qu'elle avait fait, tout ça. Donc en fait, j'ai commencé petit à petit à revenir à la maison. Et en fait, il faut savoir que de cette période d'août à avril, ma mère m'empêchait de voir ma sœur. Elle refusait catégoriquement que je voie ma sœur. Et en fait, moi, ça m'a tenu beaucoup psychologiquement parce que ma sœur, comme je disais tout à l'heure, c'est comme si c'était moi qui l'avais élevée. Voilà, on a 7 ans de différence, mais en fait, je m'en occupais tout le temps quand j'étais enfant. Et du coup, en fait, on a une relation extrêmement fusionnelle avec ma sœur. Donc pour moi, c'était extrêmement dur. Et là, le fait de pouvoir la revoir et de pouvoir revoir mes frères et sœurs, ça commençait à aller mieux. Et du coup, après, on avait convenu que après les vacances avant les vacances des grandes vacances, j'allais pouvoir revenir à la maison pour l'été. Et donc, chose qui s'est faite. Sauf que, en revenant, je me suis rendu compte que la justice, en fait, elle a pas du tout été faite. Parce que, en gros, j'ai appris que mon père était pas du tout sous bracelet électronique pendant 1 an. Et qu'en fait, il continuait de voir mes frères et sœurs. Et que en gros en fait tout ce que j'ai fait, j'avais l'impression que ça avait servi à rien. Ouais, je comprends. Et donc en fait j'étais juste hyper énervée parce que en fait dans l'histoire j'avais juste l'impression que c'était moi qui m'étais détruite encore plus pour essayer de sauver tout d'un coup et au final la justice fait même pas son taf, les services sociaux font pas leur taf non plus. Ouais, c'est ça. Puis après plus tard j'ai appris que apparemment les services sociaux étaient au courant que on continue, que ma mère continue de voir mon père alors que c'était vraiment dans la loi, que c'est dans la loi, dans ils notre avaient pas le droit, voilà, c'est ça. Et en fait les services sociaux le savaient mais ils faisaient rien, juste ils se doutaient mais ils cherchaient à rien faire. Donc en fait à partir de ce moment-là je commençais à abandonner toute idée de justice parce que en fait je me rends compte que juste on s'en fout quoi. Enfin en fait la justice s'en fiche de ce qui se passe voilà, ça m'énerve. Je crois que dans certains, il y a que vraiment très peu de cas dans lesquels la justice fait vraiment son travail et va jusqu'au bout et protège vraiment, mais c'est vraiment très 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 rare quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, ça m'a un peu dégoûtée de pouvoir dénoncer quoi que ce soit. Ouais. Oui, tu m'étonnes. En fait, j'allais un peu Parce qu'en fait, tu t'es quand même mis en danger. Ouais. Tu t'es mis en danger, le fait même de te forcer à faire tout ça, ça te met en danger. Il y a les conséquences aussi que ça a sur toi, avec les scarifications, l'alcool, le surdosage de médicaments, c'est vraiment de la mise en danger perpétuelle pour qu'au final, finalement, il se passe rien. C'est ça. Si, dans les papiers, il y a des choses qui sont écrites, etc. Il y a des choses qui sont censées être respectées, mais qui ne le sont pas, et où finalement, il n'y a aucun rappel à l'ordre. Ouais. Et surtout, en fait, ce que je trouve assez dingue, c'est que, en fait, mon père, là, il était mis sous bracelet il y a 2 semaines. Donc, en fait, ça veut dire que, il y a 2 semaines, ça faisait 1 an que j'avais dénoncé déjà. Donc, pendant 1 an, il avait rien eu. Donc, juste, on lui faisait confiance et il avait des rendez-vous, psychologiques, forcés. Il avait pas le choix. Ouais. Mais c'est tout.
Et moi, je trouve ça dingue. Surtout que, en fait, je viens de me rappeler d'un truc que j'ai oublié, un petit détail. C'est que mon père, il a fait 7 ans de prison avant de nous avoir pour complicité de meurtre. Ok. Ah oui, donc il y a déjà un certain background. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, en fait, je trouve ça dingue qu'on laisse quelqu'un qui continue à être violent, autant en liberté. Enfin, moi, ça m'a assez saoulée, quoi. Enfin, saoulée, c'est vraiment un mot hyper moindre pour exprimer vraiment... Non, mais oui, je comprends. Ouais. Déjà, il y a un gros antécédent, et en plus de ça, il continue dans la violence, etc. Et pour autant, il se passe pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Je pense que ceux qui vendent de la drogue sont plus punis que ouais, c'est ça. quand on fait des agissements aussi graves, quoi. Oui, voilà. Et tu as le droit d'être saoulé, complètement. Bah oui, mais... Bon, je trouve que du coup, la justice m'énerve beaucoup. Ah bah... Bienvenue au club. Ouais, mais même aussi, du coup, pour revenir, là, c'est un peu l'instant justice m'énerve. C'est, en fait, il y a plein de choses qui m'ont vraiment énervée dans tout ce que j'ai fait pour les démarches, pour dénoncer. Déjà que les services sociaux n'ont jamais été là pour m'aider, pour essayer de savoir si j'allais bien. Et en fait, les seules fois, ils m'ont dit, si t'as besoin, tu nous contactes. Et que je les ai contactés, ils m'ont jamais recontacté. Mais c'est tellement lunaire, enfin, vraiment... Ouais. Ah, mais je te jure, en fait, surtout ce qui est encore plus lunaire, c'est que les services sociaux, les assistances sociales avec qui j'étais en contact, en fait, la première fois, je les ai eu au téléphone. En fait, la première, elle commence par dire, déjà, on s'excuse, parce qu'il y a 6 ans, on est venu dans votre famille, parce qu'il y avait des cadres violents qui avaient été dénoncés, et en fait, on n'avait pas vu qu'il y avait de la violence. Et du coup, en fait, déjà, rien que ça m'avait un peu énervée, surtout de me dire, désolé, on n'a rien vu, on n'a rien fait. Ouais, je crois que dans ces cas-là, vaut mieux rien dire, en fait, que dire désolé, on avait un peu vu, pas trop tout, mais du coup, on n'a rien fait. Voilà, ça m'avait bien énervé. Aussi au niveau de la gendarmerie, ce qui m'a aussi énervé, c'est que en fait, j'ai jamais été mis au courant de quoi que ce soit. On m'a jamais tenu au courant des avancées de l'enquête, que ce soit pour le viol ou pour mon père. J'ai jamais été mis au courant de rien. Aussi, on m'a imposé un rendez-vous chez une experte psychologique. Alors, un rendez-vous d'expertise. Donc, ouais. J'ai peur de ce que tu vas me raconter, je crois. Du coup, c'était terrible parce que déjà, on m'envoie à l'autre bout. Enfin, vraiment, en fait, déjà, c'était pendant ma semaine de prépa. Enfin, parce que je suis étudiante en prépa, donc le rythme est soutenu, tout ça. Dès la première semaine, on me dit, en fait, il faut que tu n'ailles pas en cours, il faut que tu ailles dans un rendez-vous. Donc, ok, j'y vais. Déjà c'était à plus d'1h30 d'où j'étais, j'avais pas d'argent, je savais pas comment faire pour y aller, personne me propose de m'y emmener, donc j'ai dû trouver et puis j'imagine que eux n'ont pas de moyens de locomotion ou de choses mises en place pour oui, c'est vachement bien, évidemment. C'est super. Et du coup j'arrive, une prise en charge des victimes formidable. Ouais, c'est ça. Et du coup là j'arrive chez la psychologue experte et tout. Et là j'arrive et elle me dit, alors on a un petit souci parce que en fait il est 9h, je dois avoir le rendez-vous à 9h. Elle me dit, il y a un petit souci parce qu'en fait le rendez-vous il doit durer 2 heures, sauf que là j'ai 3 personnes pour 9h. Donc déjà ça m'énerve parce que super. Voilà, on est en train de me dire qu'il faut que je dois partir, sauf que moi au final j'arrive à dire que non, je veux rester pour le faire parce que j'ai pas le choix quoi qu'il arrive. Et en fait soit c'était aujourd'hui que je le faisais, ce jour-là, soit je le faisais dans 2 semaines, mais quoi qu'il arrive, il fallait que je trouve la même organisation pour me déplacer. Ouais, non mais... Et du coup, on réduit le temps à 1 heure. Donc, en fait, je trouve que c'est pas du tout correct parce que rien n'a été fait comme il fallait. Tu m'étonnes. Surtout que moi, je sais pas ce que c'est qu'un rendez-vous d'expertise. Je sais pas ce que c'est. Et donc, personne ne t'explique en plus avant, en amont. Non, personne m'explique, personne me dit c'est pourquoi. Donc après, j'arrive quand même à me renseigner, à savoir que c'est pour l'enquête, que c'est pour donner ma parole assez légitime, quoi. Enfin, voilà. Sauf qu'au final, la psychologue, je crois que c'est vraiment la pire psychologue que j'ai jamais vue de toute ma vie. Parce que en fait, je racontais des événements. À un moment donné, elle m'a dit non mais vous savez, les faux souvenirs, ça existe, hein. Donc peut-être que... Allez. Voilà, donc en fait quand elle m'a dit ça, j'avais envie de pleurer. Voilà, je me disais mais pourquoi je me suis déplacée pour qu'on me dise ça? Pourquoi est-ce que j'ai réussi à faire un travail sur moi-même pendant plus d'1 an, à me dire que ok c'est bon, ce que j'ai vécu c'est vrai, et qu'on me parle de faux souvenirs. Voilà. Ensuite, elle dérive totalement. Violence. Elle dérive totalement. Elle me dit, vous, la primaire, ça a dû être compliqué, hein, parce que vous avez dû être harcelée. Je lui dis, non, pourquoi? Elle me dit, non, parce que vous êtes rousse. Donc voilà, des préjugés, mais merdiques, qui m'ont bien énervée. Mais putain, mais c'est quoi ça? Je te jure, j'ai pas compris. Et en fait, à la fin, après, elle me dit, du coup, suite à votre viol, dites-moi toutes les conséquences qui en découlent. Donc, du coup, moi, je lui parle d'un peu tout ce que j'ai
toutes les conséquences que j'ai essayé, tu sais, l'automutilation, le fait de se faire vomir. Avec mon père, j'avais développé des sortes de tocs où je me disais, ok, si j'ai une bouteille d'eau dans ma chambre, ça veut dire qu'il va m'arriver un malheur, donc il faut pas que j'ai une bouteille d'eau dans ma chambre. Enfin voilà, j'ai raconté plein non, mais de t'as trucs. vraiment toutes les conséquences du psychotrauma, enfin de Ouais, syndrome de du stress stress, post-traumatique, c'est etc. ça. T'as vraiment tout. Ouais, et... Tu coches toutes les cases. c'est un peu Donc triste. quelqu'un qui est formé pour reconnaître ça, putain. Et en fait, le problème, c'est que quand je lui ai dit ça, elle m'a juste regardé, elle m'a dit... En fait, elle a pris ses mains, elle a fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais dis donc, mais toi, t'as tout, hein, vraiment, ma pauvre. Enfin, en fait, c'était horrible, sa façon de me dire les choses. En fait, c'était... Très cynique, finalement. Ouais, c'est ça. Enfin, cynisme, pas le cynisme rigolo ou Puis quoi, c'est vraiment façon... le cynisme pour se foutre de toi. C'est ça, puis un peu aussi une façon de dire, dis donc, t'es bien amoché mentalement. En fait, je l'avais vraiment pris comme ça. Elle avait dit une phrase qui me fait dire que, voilà, elle trouvait que mentalement, j'étais bien amochée. Et en fait, c'était vraiment la pire expérience que j'ai jamais eue. En fait, et surtout, après, ce qui m'a bien dégoûtée, c'est de me dire qu'en fait, elle est dans un cadre juridique. Donc, en gros, ça veut dire que des gens qui veulent être dans une procédure, ils doivent l'avoir. Et ensuite, tu dois avoir son retour à elle. Et quand j'entends ça, mais ça me dégoûte, en fait. Ah non, mais oui. Et voilà, du coup, en fait, c'est pour ça, en fait, toute idée de justice, en ce moment, ça m'agace parce que, en fait, la justice, moi, je la réfère à tout ce qui s'est passé avec moi et ma famille. Et quand je vois ce qui s'est passé, qui se passe encore, ça me dégoûte, en fait. Mais franchement, malheureusement, je crois que tu coches toutes les cases de ce que la justice impose aux victimes, enfin fait aux victimes, quoi. C'est terrible. C'est-à-dire l'expert judiciaire à 2 balles. Ouais. Ça, j'en entends tellement souvent. Déjà, je comprends même pas qu'ils choisissent pas des personnes qui soient réellement formées au VSS et aux violences intrafamiliales et à tout ça, parce que faut se souvenir, c'est bon, on n'est plus en 1950 en fait. Non, Enfin, calme-toi, Freud, avec tes faux souvenirs, quoi. C'est ça. T'as tout le côté aussi où elle vient de dire t'es mentalement amoché, enfin qui ne l'est pas en fait après avoir vécu dans un climat incestuel, avec des violences psychologiques, avec aussi des violences sexuelles, enfin évidemment que t'es mentalement amoché. Qui peut vivre des expériences pareilles et se dire non mais tout va bien, oui. Vraiment ça va super, je n'ai aucune conséquence. Le fait que vraiment les assistantes sociales t'aient pas aidé, que les services sociaux t'aient pas aidé, enfin vraiment c'est ton histoire, elle montre tellement tous les manquements de la justice et tous les manquements des services sociaux, etc. Enfin, c'est terrible, quoi. Je suis vraiment désolée. En vrai, c'est pas grave. Enfin, j'ai souvent tendance à dire que c'est pas grave parce que je suis pas dans une démarche où justement je veux que justice soit faite. Enfin, oui. C'est ça, tu vois, je suis pas vraiment dans une démarche où je veux qu'il y ait une procédure, où je veux qu'on reconnaisse vraiment que, voilà, j'ai été victime. Parce que je me dis la justice elle est pas prête pour ça en fait, et donc je sais que si je vais dans une démarche justement tu sais où je veux me rendre justice, en fait c'est pas à travers la justice que je vais pouvoir le faire. Ouais. Et je pense que justement c'est pour ça aussi que je voulais participer à un podcast ou pouvoir en parler, c'est que je trouve que entre victimes on se rend plus justice que la justice elle-même en fait, parce que nous on sait entre nous la véracité de ce qu'on vit, de ce qu'on dit. Oui, complètement. Et du coup, c'est pour ça, en fait, moi, j'abandonne un peu, mais c'est triste parce que, au moins, pour mon père, j'aurais aimé que justice soit faite correctement. Bah oui. Parce que, au final, j'ai l'impression que, malgré tout, mes frères et sœurs sont pas toujours protégés, et que je peux rien faire, je vois pas ce que je peux faire de plus, parce que, en fait, j'ai l'impression que si je continue à dénoncer, je vais juste me perdre encore plus, quoi. Parce qu'en fait, c'est hyper violent de dénoncer et de se retrouver seul face, aux dénonciations. Et surtout que mes frères et sœurs, ils ont assez mal réagi, en fait, au fait que j'ai dénoncé. Parce que je pense que derrière, il y a ma mère qui a beaucoup participé, tu sais, au fait que, voilà, c'est pas normal de dénoncer notre pauvre père, enfin, voilà. Surtout si tu dis qu'au départ, voilà, elle avait coupé un peu les ponts avec toi. J'imagine, oui, qu'effectivement, elle a dû parler derrière ton dos, forcément, Ouais. Voilà. Et puis après, ils sont aussi jeunes, tes frères et sœurs, donc ils n'ont pas non plus les tenants, les aboutissants. Enfin, ils n'ont pas la réflexion que toi, tu as aussi. Bah ouais, c'est ça, parce que ma sœur, elle a 11 ans. Moi, je me souviens qu'à 11 ans, pareil, je me rendais compte des violences et tout, que je subissais et tout. Mais je sais que derrière, moi aussi, je me disais, non, je vais jamais en parler, mon papa, c'est le meilleur. C'est ça, ouais. Enfin, voilà, j'étais pareil dans le même état d'esprit, parce que, voilà, il y avait quand même de l'amour qui régnait, mais c'est vrai que maintenant, avec du recul, c'est pas l'amour que je veux avoir, quoi. Je veux pas un amour qui dépend de la violence ou qui derrière, il y a de la violence qui pointe son nez, quoi.
Mais quand on est c'est jeune, sûr, et puis... on se contente de ce qu'on a et puis on se remet pas forcément en question en fait. Oui, c'est ça. Mais après, il faut aussi que tu dises que t'es aussi comme une sorte de modèle pour eux. Ouais. Parce que toi, en fait, tu l'as fait, t'as osé dénoncer, t'as osé partir, t'as osé dire non finalement au système familial que tu connaissais depuis toujours. Et que donc aujourd'hui, eux, ils sont certes peut-être trop petits pour comprendre les enjeux et tout ce qu'il y a, mais peut-être que quand ils vont commencer à avoir un peu plus d'âge et à grandir, tout simplement, ils se diront bah ouais, mais en fait, Thaïs, elle l'a fait et on a aussi cet exemple et nous aussi, on peut refuser en fait de continuer à grandir dans ce climat-là. Ouais, sûrement. Donc, ils le perçoivent peut-être pas aujourd'hui parce que trop petits, mais plus tard, je pense que ils se diront ouais, heureusement qu'elle l'a fait. Ouais, je pense. Enfin, en fait, c'est vraiment ce que j'espère parce que en fait, j'ai pas envie de me dire que j'ai fait tout ça pour rien. Enfin, voilà, enfin... Mais je pense que oui, d'ici quelques années, ça va porter ses fruits. Puis même peut-être aussi auprès de mon père, il va être plus vigilant sur... Je pense que ça va pas éteindre toute sa violence, parce que pour moi, ça me paraît compliqué. Voilà, il a déjà fait de la prison. Oui. La prison, ça lui a pas enlevé toute sa violence. Donc je vois pas pourquoi 2 ans sans nous voir, ça va retirer toute sa violence. Mais je pense qu'il va faire plus attention déjà. Donc si ça peut être un pas en avant, c'est déjà bien. Mais pour moi, c'est pas comme ça que la justice doit être faite. C'est pas comme ça qu'on doit grandir et aller mieux, quoi. Enfin... Bah, et puis c'est pareil, on parle souvent de la prison, etc. Mais finalement, en prison, c'est encore plus violent que... on reste dans le cercle de la violence, quoi. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment des programmes de réinsertion ou des choses un peu de psychoéducation, en fait, pour expliquer les violences, pour justement arrêter d'être violent, en fait. Bah, c'est ça. Après, je sais que mon père, du coup, là, il a des stages obligatoires, voilà, de violence, tout ça, de cadre familial contre... Enfin, je sais plus exactement, mais je sais qu'il a des rendez-vous aussi psychologiques qu'il est obligé de faire et tout. Mais bon, je suis pas sûre que ça aide. Enfin, je sais pas, en fait. Parce que le problème, c'est que pour moi, en fait, ça aurait dû être fait dès qu'il était sorti de prison, il y a 20 ans. Parce que, justement, quand tu te construis pendant plus de 20 ans dans un cercle de violence, je trouve que c'est difficile en 2 ans d'arrêter. Ah bah oui. Pour moi, c'est vraiment un travail qui se fait pendant très longtemps, tu vois. Ouais. Mais bon, enfin, forcément, je peux pas changer mon père, mais je peux essayer. Au moins. Oui. Mais bon. Et est-ce que du coup cette expertise judiciaire, elle a eu un quelconque effet sur la procédure ou... En fait, je sais pas parce qu'on m'a jamais tenu au courant de rien. T'as jamais eu de nouvelles? Ouais, jamais. Okay. Là, ça fait 1 an et en fait, on m'a jamais recontacté pour me dire bah voilà ce qui se passe. En fait, je sais rien du tout. Et j'ai un peu peur d'aller demander. Parce qu'en fait, j'ai peur que si je demande, ça réactive voilà, en fait, je préfère ne pas savoir, mais quand même, ça m'énerve parce que j'aurais aimé juste qu'on me dise quand même comment ça évolue. Parce que du coup, maintenant, ma peur, c'est... En fait, à chaque fois que j'ai du courrier, j'ai trop peur de recevoir un courrier, tu sais, de la gendarmerie qui me dit « Vous êtes convoqué pour tel truc ». Parce qu'en fait, je crois, psychologiquement, en fait, c'est dur. Enfin, je préfère être prête à me dire « Ok, il va se passer ça ». Enfin, que là, vraiment, je suis pas prête à me dire... Enfin, en fait, je sais pas ce qui va se passer, donc... Ouais, c'est ça, t'es vraiment dans un flou où on ne te tient pas au courant, où tu sais pas, quoi. Ouais, c'est ça, et du coup, en fait, je sais même pas si, au final, ils ont pris au sérieux ce que j'ai dit, parce que quand j'avais fait quand j'avais dénoncé en juillet, que j'avais fait l'audition Mélanie, voilà, j'étais allée beaucoup dans les détails et tout, et après ils m'ont dit qu'en fait il y avait 2 enquêtes, une pour mon père et une pour le viol, sauf qu'en fait on m'a jamais tenu au courant de quel que soit, enfin de quoi que ce soit, quoi. Donc, donc ni pour ton père ni pour le viol tu sais pas du tout. Je sais rien. Et du coup en fait je sais pas si la justice fait derrière mon dos et après un jour on va me dire ah bah voilà vous êtes convoqué pour faire ça, et ou s'ils ont arrêté, enfin en fait je sais pas, et c'est agaçant en fait. C'est vrai que des fois, tu peux avoir des nouvelles des mois, des années après, alors que tu crois qu'ils ont pas, enfin voilà, qu'ils ont classé sans suite ou qu'ils ont dit non, on arrête, on abandonne. Ouais, mais je comprends que ça puisse être hyper angoissant dans la vie de tous les jours. Bah en fait, c'est juste que moi, je préférais qu'on me tienne au courant, qu'on me dise... Enfin, tu vois, si je savais que par exemple, ils continuaient l'enquête, au moins, je pourrais me
psychologiquement me préparer à me dire ok, un jour je peux recevoir un courrier. Ouais, tu vis les choses différemment. Ouais, c'est ça. Que je trouve c'est hyper violent de recevoir un courrier et de dire bah là vous allez devoir être replongé pendant le temps. Enfin c'est terrible parce que je trouve que du coup dans la vie de tous les jours on essaye au mieux de s'extraire de tout ce qui nous est arrivé. Ouais, c'est clair. Et du coup de nous replonger sans qu'on le veuille forcément, je trouve que c'est dur en fait. Ouais, bah oui, c'est sûr. Comment elles sont tes relations aujourd'hui avec ta mère, tes frères et sœurs, si tu veux en parler évidemment. Ouais. Du coup avec mes frères et sœurs, mon grand frère on se parle pas. Enfin voilà, des fois on se parle juste pour rigoler, mais en fait voilà. En fait déjà on remet jamais sur la table un peu ce qui s'est passé. Ouais. Donc avec mon grand frère on se parle pas trop. Avec ma petite sœur on est toujours très 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 proches. Mais par contre je sens quand même que quand il se passe des trucs violents, elle m'en parle pas parce qu'elle a peur de mes réactions. En fait je pense qu'elle a vraiment peur que voilà je puisse dénoncer ou quoi. Donc je sais que par exemple je pourrais jamais savoir si mon père est à nouveau violent parce que ils me diront jamais. Ouais. Donc ça c'est assez dommage. Avec mon autre petit frère, alors j'ai un petit frère qui est autiste et en fait lui c'est plus compliqué parce que pour lui le moindre changement c'est très compliqué. Donc c'est vrai que lui c'est assez dur et donc des fois nos relations sont très bien, mais mais par exemple il y a une semaine il m'a étranglée parce qu'il était très énervé contre moi et donc c'est assez compliqué. Ouais. Et pareil par contre avec ma mère en fait c'est compliqué parce qu'il y a eu une période où ça allait très très bien et là on est un peu dans la période où ça va pas. Par exemple la semaine dernière quand mon frère m'a étranglée, la seule réaction qu'elle a eue c'est de me dire ouais mais ça il t'en veut hein, tu sais depuis que t'as dénoncé ton père il t'en veut. Donc en fait c'est même pas vouloir me protéger à savoir est-ce que je vais bien parce qu'après j'avais ça continue finalement en fait ça continue aussi, même ça continue de légitimer en fait la personne qui est violente plutôt que la victime. Et ça je trouve ça sidérant en fait. Mais du coup en fait avec ma mère j'ai l'impression qu'elle aime le cadre violent et ça me dépasse en fait. Et du coup c'est ce qu'elle a toujours connu finalement, donc c'est devenu aussi sa routine, sa normalité et elle voit pas le problème en fait. Mais je trouve ça triste parce qu'en fait je pensais qu'en pouvant dénoncer elle allait s'habituer justement à vivre en dehors de la violence. Sauf qu'en fait le problème c'est que la famille elle a été imprégnée trop de ça, donc en fait même si j'éloigne mon père il y a quand même mes frères et sœurs qui ont des comportements violents, enfin tout le monde a des comportements violents, donc en fait je trouve que c'est dur quand on vit dans un cadre violent d'éloigner la violence parce que tout le monde s'en a imprégné. Et du coup, en final, en fait, on continue de vivre avec. Il y a peut-être aussi un côté où ta mère est sous emprise de ton père aussi. Elle est totalement sous emprise. Voilà, donc ça vient jouer aussi forcément sur... Où c'est lui qui a raison, c'est lui qui fait bien, entre guillemets, parce que... Mais l'emprise, en fait, elle continue. Il l'a conditionné, parce qu'en fait, là, c'est un peu l'état d'esprit de la famille, c'est un peu on attend le retour du père, quoi. C'est ça, en fait, l'idée. Et puis finalement, tous tes frères et sœurs aussi sont sous emprise de votre père, quoi. Il y a que toi qui vois la violence, etc., et qui s'en rend... Enfin, je pense qu'ils le voient, mais que pour eux, c'est normal et que c'est comme ça qu'un père doit agir, finalement. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'on a beaucoup trop normalisé dans la famille la violence, parce que... Puis même aussi, je pense qu'il y a aussi le fait de se dire... il y a la violence qu'on mérite, tu vois. De se dire, non, mais là, on l'a cherché, on a cassé ça, donc forcément, on va se faire frapper. Donc en fait pour eux je pense je pense que pour eux il y a aussi beaucoup de violence normalisée, à se dire attends c'est normal de se faire frapper pour ça, sauf que en fait non c'est plus du tout normal et non c'est clair et voilà. Mais du coup donc c'est un peu compliqué les relations, mais puis là surtout ma mère elle m'a dit il y a quelques jours que je vais plus pouvoir venir pendant les vacances et tout, chose que je trouve un peu violente de dire ça à son enfant, non tu viens plus à la maison. Surtout que moi, en fait, je viens pas à la maison pour voir ma mère. Je viens à la maison juste pour voir ma sœur et mes amis parce que c'est plus simple pour moi de les voir. Mais je trouve que c'est violent comme se dédouaner un peu de son enfant. C'est encore une fois toi qui es mise à l'écart, en fait. Ouais. Alors que ça devrait pas être le cas. C'est ça. Mais bon. Dans le monde des bisounours, évidemment, où tout irait bien, évidemment, en fait, c'est ton père qui doit être mis à l'écart et ta mère qui te protège, ta mère qui te croit, tes frères et sœurs... où justement, ta mère peut expliquer aussi à tes frères et sœurs les violences, que c'était pas normal, qu'on n'a pas le droit de faire ça, etc. Mais ça, c'est vraiment dans le monde des bisounours où l'emprise n'existe pas, où la manipulation n'existe pas, où les violences n'existent plus, etc., quoi. Mais encore une fois, on se rend bien compte que toi, t'as dénoncé, donc c'est toi qui es mise à l'écart. Ouais, c'est ça. Et c'est pas normal. Comment tu vas aujourd'hui ?
En fait, aujourd'hui, c'est dur parce que en fait, ça fluctue tout le temps. Il y a des périodes où ça va extrêmement bien. Mais en fait, le problème, c'est que en fait, c'est pas par période, c'est plutôt par laps de temps. En fait, si tu veux, Ouais. hier, par exemple, ça allait hyper bien, ce matin, ça va bien, cet après-midi, ça peut aller bien, mais par contre, demain, je peux aller extrêmement mal. Enfin, je sais qu'au niveau de mon humeur, ça fluctue énormément. Je dois aller voir un psychiatre parce que ma psy pense que j'ai un trouble de la personnalité. Chose qui m'étonnerait pas trop, mais en fait, du coup, c'est compliqué de vivre comme ça. Surtout que là, c'est compliqué parce que... Ouais, puis on sait que c'est aussi favorisé par le climat de violence. Hein. Bah, c'est ça. Et surtout que là, en fait, pendant les vacances, du coup, j'étais chez ma mère. Donc, en fait, c'était compliqué déjà de retourner chez ma mère, de retourner dans l'endroit où enfin, il y a eu de la violence. Surtout qu'aussi, au début de l'été, j'ai travaillé à l'EHPAD. Pire décision que j'ai pu faire parce que, en fait, j'avais pas forcément réfléchi. En fait, je m'étais dit que travailler à l'EHPAD, faire les soins, les toilettes et tout, ça allait pouvoir me renforcer, me prouver que j'allais pouvoir aller mieux. Auprès des violences que j'ai pu subir, sexuelles notamment. Sauf qu'en fait, juste ça raviver mon traumatisme, en fait. Et du coup, en fait, j'allais extrêmement mal. Donc, je sais que là, ça va mieux, mais ça allait extrêmement mal il y a quelques semaines. Et en fait, ça fluctue tout le temps. Le problème, c'est ça que c'est que il y a un jour que ça peut aller très bien et l'autre que ça peut aller très très mal. Et ça se voit aussi dans mes consommations, que ce soit d'alcool. Voilà, ouais. Pardon, je m'exprime super mal, mais c'est un peu... Non, pas du tout, tu t'exprimes très bien, t'inquiète pas. Ok. Non, on comprend bien que voilà, ça fluctue et que c'est en fonction aussi de tes émotions, aussi de l'environnement dans lequel tu peux être, le stress que ça peut générer. Voilà, c'est normal. Enfin, oui, c'est normal. Après tout ce vécu que tu nous as décrit. Hein. Ouais. Mais après, là, du coup, en fait, j'essaye de pas m'abandonner parce que je pense que pendant hyper longtemps, voilà, je me suis abandonnée et c'est plus facile, du coup, d'aller mal quand tu t'essayes pas de te sauver, quoi. Ouais, je Et comprends. du coup, là, j'essaye vraiment de faire plein de choses qui puissent me changer les esprits et me faire du bien. Du coup, là, j'ai hâte de retourner faire mes études parce que ça me permettra déjà de m'extraire de ce cadre violent. Oui. Et puis voilà, retrouver un peu de la stabilité, quoi. Oui, retrouver ton quotidien finalement que tu t'es créé. Ouais, c'est ça. Là, en fait, déjà l'année dernière. L'année dernière, c'était un peu compliqué quand même parce que j'allais quand même très mal et que surtout c'était tout frais. Maintenant, je pense que je peux gérer un peu plus parce que je me suis un peu plus forgée et surtout en fait l'année dernière, ce qui me mettait très mal, c'était de me dire que mon père était isolé tout seul, alors qu'en fait c'était pas vrai, il était tout le temps accompagné de ma mère et de mes frères et sœurs, et qu'en fait la plus isolée c'était moi en fait, et je le savais pas, que maintenant en fait même si je suis isolée, je sais que pour le reste c'est pas le cas, et du coup ça va aller un peu mieux, quoi. Voilà. Ouais, c'est un peu la culpabilité entre guillemets. Ouais, qui était là. En fait, c'était beaucoup la culpabilité l'année dernière. Cette année, j'ai envie d'être moins dans la culpabilité et plutôt de me dire dans la démarche de reconstruction. Plutôt d'essayer d'aller mieux parce que... en fait, j'essaye d'aller mieux depuis 1 an, mais c'est vrai que comme du coup, depuis 1 an, le fait d'aller mieux, du coup, ça a débouché sur le fait de devoir dénoncer les violences. Parce qu'en fait, je trouve qu'en fait, on peut pas aller mieux si on dénonce pas ce qui va pas. C'est des prises de conscience au fur et à mesure, et plus t'avances, alors soit ça décante et ça laisse émerger des choses un peu plus positives entre guillemets, mais t'as aussi le côté où il y a des prises de conscience qui amènent d'autres prises de conscience et où ça peut être difficile puisque c'est tout un système, toute ton éducation que tu remets en question, le climat dans lequel t'as grandi, enfin c'est quand même difficile et violent. Hein. Ouais. Et si tu crois que tu as fait le tour, je vais pouvoir te poser ma dernière question. Ouais, je pense. Est-ce que tu as un message à faire passer à toutes les personnes qui vont t'écouter? C'est compliqué comme question. Je sais. Je pense qu'il faut pas avoir peur de commencer à en parler, même si on a eu des déceptions. C'est-à-dire que moi, du coup, au départ, j'ai eu des déceptions quand j'ai commencé à en parler, et je me suis dit, je parle plus jamais toute ma vie. Ouais. Sauf qu'en fait, le fait en fait, il faut juste trouver les bonnes personnes à qui en parler. Et en fait, petit à petit, ça débloque la parole, ça se débloque soi, et je trouve que je me suis jamais mieux connue qu'en parlant, parce que, du coup, j'arrivais à me connaître, en fait, en parlant.
Et je pense que c'est quelque chose d'hyper important pour la reconstruction d'en parler. Parce qu'en fait, on n'a pas tous la chance d'avoir des gens qui nous soutiennent à fond derrière nous. Et je pense que quand on en parle dans les bonnes structures, dans les bons endroits, on peut avoir cette, tu vois, cette présence qu'on cherche parfois dans notre famille et qu'on n'a pas. Et du coup, je pense que parler, c'est extrêmement important. Et se croire aussi, même si c'est extrêmement dur de se croire, je pense se donner la possibilité de se dire ce qu'on a vécu, c'est vrai, c'est légitime. Ça, c'est extrêmement important. Et voilà. Donc je pense que c'est ça mon message, c'est faut réussir à se croire et à y en parler. Et surtout réussir à se faire confiance, à se dire qu'on peut s'en sortir. Même si c'est dur, et même si là je suis pas sûre que je puisse un jour m'en sortir. Enfin, tu sais, j'avais lu un de tes posts qui disait que une fille qui disait que s'en sortir c'était c'était pas donné à tout le monde parce que justement il fallait être privilégié. Ça c'est vrai, mais je pense qu'on peut au moins essayer de se mettre à fond soi-même pour essayer de s'en sortir quand même, parce que ça vaut le coup. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Oui, c'est ce que je disais. Moi, j'ai eu accès à quand même... alors, même si c'était des soins merdiques, parce que c'était des pros à la con, etc., des professionnels à la con, j'ai quand même pu consulter, j'ai quand même pu voir gynéco, etc., même si je me suis fait agresser par un. Oui, c'est ça. mais voilà, il y a quand même eu la possibilité de consulter, de faire des trucs, etc., de pas rester dans mon coin, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et j'ai quand même manqué de plein de choses, mais j'ai pu avoir une base, on va dire. Ouais. Et ça, c'est compliqué. C'est vrai que mais pour moi en fait le fait de pouvoir avoir des soins, il faut pouvoir en parler, parce que même moi du coup j'ai eu la chance d'avoir des soins et presque tous gratuits, parce que j'ai commencé à en parler et que du coup les gens autour de moi ils ont cherché des structures où justement le plus adapté possible. Pardon, il y a eu du bruit. Voilà. C'est pas grave, t'inquiète. Et merci beaucoup en tout cas, Thaïs. Merci à toi, merci beaucoup de tout ce que tu fais, c'est super. Merci. Merci de nous avoir partagé ton histoire, Thaïs. T'es pas toute seule et on te croit. Et si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire au micro du podcast, vous pouvez me contacter soit sur Instagram, soit par mail à l'adresse suivante aprèslevide.podcast@gmail.com. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Après le vide.